D'abord, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Nous allons démarrer la formation d'aujourd'hui. La formation d'aujourd'hui portera sur quelque chose de très simple. Nous allons traiter des notions de base du droit en termes de société, entreprise, entité plus précisément. Nous allons essayer de décortiquer tout cela et comprendre aisément les incidences de ces éléments-là. Vous avez certainement votre jeune cousin qui vous dit qu'il a créé une entreprise. Ou qui vous dit, dans une discussion, vous allez entendre Orange est une entreprise qui fait dans la télécommunication. Orange n'est pas en réalité une entreprise. Orange est une société. Ok? Il y a une différence à faire entre entreprise et société. Une entreprise, c'est une entreprise individuelle, uniquement. Et entreprise, une entreprise individuelle. Donc, si je dis, Monsieur Jack, l'éventreur, a une entreprise, cela reviendra à dire qu'il a une entreprise individuelle. Ça peut aller? Si je dis que Monsieur Medoun a une société, on ne peut pas dire que Monsieur Medoun a une entreprise individuelle. Si on dit déjà qu'il a une société, ça veut dire qu'on se réfère à une catégorie d'entités. Maintenant, on peut dire Monsieur Jack a une entité, Monsieur Medoun a aussi une entité. Donc, cela reviendrait à illustrer comme suit. Nous avons les entités. Ok? Dans les entités, nous avons deux types d'entités. Nous avons les entreprises et nous avons les sociétés. Ok? Nous avons deux types d'entités. Nous avons les entreprises et nous avons les sociétés. Ça peut aller? Maintenant, dit que quelqu'un a une entreprise reviendra à dire qu'il a une entreprise individuelle. Ça peut aller? Dire qu'une personne a une entreprise revient à dire que la personne a une entreprise individuelle. Une entreprise individuelle est différente d'une société. Par contre, quand on parle de société, on parle, je cite, de SAS, on parle de SARL, on parle de SA, on parle de SCI, on parle de ainsi de suite. Société en commandite simple, SCS. On parle de société en nom collectif. Donc, nous parlons de ce type de société-là. Ok? 3 points de suspension. Ça peut aller? Est-ce que tout le monde me comprend juste là? Donc, une société n'est pas une entreprise. Et vous, en tant que des professionnels du métier, vous ne pouvez pas vous permettre de commettre les mêmes erreurs que les profanes. C'est-à-dire, dire telle personne a une société alors qu'il n'a qu'une entreprise individuelle. Vous devez pouvoir faire la différence entre société et entreprise individuelle. Est-ce que je me fais comprendre jusqu'à présent? Est-ce que tout le monde me saisit? Ça peut aller? Vous comprenez? Donc je reprends rapidement un petit point. Tout type de société ou d'entreprise s'appelle entité. Quand on parle d'entité, on parle de tout type de société en gros, tout type d'entreprise en gros. Maintenant, quand on parle d'entreprise, on parle uniquement des entreprises individuelles.
Quand on parle de société, on parle de quoi? Société à responsabilité limitée. Tout ce qui commence par société, c'est de ça qu'on parle. Société à responsabilité limitée, société SAS à responsabilité, société actionnariat simplifié. Nous parlons de quoi? Nous parlons de SA, société anonyme. Nous parlons de quoi? Nous parlons de société en commandite simple. Nous parlons de société en non collective. Tout ce qui commence par société, c'est ça qui est société. Ça peut aller. Et une société est une entité. Mais toute entité n'est pas une société. Parce qu'une entité peut être aussi une entreprise individuelle. Alors, la conséquence de chaque type d'entreprise sur le patrimoine. Quand vous avez une entreprise individuelle, votre patrimoine est comment? Est confondu, merci beaucoup monsieur Médou, est confondu avec le patrimoine de l'entité. Et votre responsabilité est comment? Est illimitée. C'est-à-dire, s'il y a un problème dans ce type de société, dans ce type d'entité, dans ce type d'entreprise, votre responsabilité est illimitée. Ça peut aller? Ça peut aller. La responsabilité est illimitée veut dire quoi? On peut venir jusqu'à saisir votre brosse à dents. Même votre lit, on peut venir saisir et vendre pour recouvrir la créance de M. Jack. Et votre. Ok? On peut venir saisir même votre chaussure. On peut venir vous dépouiller. C'est pourquoi créer une entreprise individuelle, c'est très facile. C'est 27 000. Mais les conséquences et les responsabilités sont exponentielles. Supposons que vous êtes un pharmacien. Vous avez créé un médicament. Et votre société, votre entité est une entreprise individuelle. Vous avez créé une entité entreprise individuelle. Si le médicament en question arrive à tuer une personne, vous êtes responsable de meurtre. Cependant, si vous êtes une SARL, l'effet n'est pas immédiat. Il faut toute une procédure, tout un processus pour pouvoir vous affecter le problème. Est-ce que je me fais comprendre? Parce qu'il y a le droit au HADA qui a mis en place un certain nombre de conditions. Ça peut être une négligence de la part du dirigeant ou de l'actionnaire unique qui n'a pas fait les tests cliniques qu'il fallait. Il voulait vite gagner de l'argent. Il a sauté les tests cliniques. En ce moment, la responsabilité lui serait affectée. Mais si tout a été fait dans les règles de l'art, la responsabilité serait affectée à la SARL ou à la SA ou à la société qui est une personne aussi indépendante de vous. Tandis que l'entreprise individuelle n'est pas une personne réellement indépendante de vous. Vos responsabilités sont confondues. Est-ce que je me fais comprendre? Dans le premier cas, où vous avez une société pure et dure, où vous avez une SARL, votre responsabilité est totalement détachée de la responsabilité de la société. La société peut faire l'objet d'emprisonnement, peut faire l'objet, pas d'emprisonnement au sens propre, mais peut faire l'objet de sanctions sans que cette sanction ne vous soit affectée. Ça peut aller. Ça peut aller. Tout le monde me comprend? Très bien. Dans le cas d'une entreprise individuelle, la responsabilité est illimitée. Dans le cas d'une société, la responsabilité est limitée à quelques points
près. Qu'est-ce que j'entends par à quelques points près? Quand je prends une société en nom collective, la responsabilité n'est pas limitée. Si je prends une société en commandite simple, la responsabilité est limitée pour certains actionnaires et pour d'autres, ce n'est pas limité. Ça peut aller très bien. Non, pour les sociétés en nom collective, la responsabilité est illimitée. Maintenant, pour les sociétés en commandite simple, en fonction de vos types de position, en fonction du choix que vous faites de type d'associé que vous voulez être, si vous voulez être un associé dont la responsabilité est limitée, ce serait limité à vos apports, tandis que si vous ne voulez pas, ce serait illimité. Ce serait maintenant à votre préférence. Et généralement, seuls les associés dont les responsabilités sont illimitées peuvent être gérants. Ça peut aller? Tout le monde comprend? Ça peut aller? Très bien. Donc, si nous prenons le cas d'une SARL, la responsabilité est strictement limitée. Strictement limitée aux apports. Strictement. Dérogation, selon le droit WADA, si l'actionnaire unique ou l'associé est en même temps chef d'entreprise, si les décisions qu'il a prises sont des décisions qui ont mené l'entreprise à sa perte, en ce moment, on pourra requalifier sa responsabilité. Au cas échéant, il n'y aura rien à lui reprocher. Ça peut aller. Et pour ce type d'entreprise, pour l'entreprise individuelle, la responsabilité est illimitée. Pour les sociétés, la responsabilité est limitée, mais selon le type de société et le type d'actionnaire. Si nous prenons le cas d'une SARL, d'une SA, d'une SCI, la responsabilité est limitée. Ok? Maintenant, si nous prenons le cas d'une SNC ou d'une SCS, la responsabilité est illimitée. Mais illimitée d'office pour tous les actionnaires d'une SNC, mais limitée pour certains actionnaires de la SCS. Parce qu'au sein de la SNC, nous n'avons que des actionnaires à responsabilité illimitée. Mais au sein de la SCS, nous avons deux types d'actionnaires. Les actionnaires dont la responsabilité est illimitée et les associés dont la responsabilité est limitée. Ceux qui ont la responsabilité limitée n'ont pas le droit d'être gérants. Parce que ne peut qu'être gérant celui-là qui peut défendre les intérêts de tout le monde. Ça peut aller. Donc, il faut comprendre ça. Deuxième, maintenant nous allons parler de la rubrique. Nous allons aborder la rubrique fiscale. Purement fiscale des choses. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les sociétés, dans les entreprises individuelles, vous devez faire une déclaration d'hier. Si la personne vient vous dire qu'il a une entreprise individuelle, vous devez lui faire quoi? Une déclaration d'hier. Ça peut aller. Mais sachez une chose, la loi lui permet de faire une option. Le droit fiscal sénégalais permet aux contribuables, entreprises individuelles, de faire une option pour passer de IR, c'est-à-dire d'impôt sur les revenus, pour passer à impôt sur les sociétés. En ce qui concerne les entreprises individuelles, ils sont directement imposables à l'IR. Est-ce que vous me comprenez? Donc, les entreprises individuelles payent ce qu'on appelle l'IR, l'impôt sur le revenu. Cependant, ils ont le droit d'opérer une option à l'IS, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés. Ils ont ce droit-là de faire une option à l'IS. Cette option
est, il faut souligner, irrévocable et irréversible. Il n'y a pas la possibilité de quitter l'IS pour l'IR. C'est pour cela, toute entreprise qui décide de poser le pas, de migrer vers l'IS, doit s'assurer que cela est vraiment en son avantage. L'option à l'IS implique que vous êtes redevable de 30% d'impôt sur votre bénéfice. Le taux d'imposition à l'IR est flexible en fonction du nombre de parts et de certaines conditions. Est-ce que tout le monde me comprend juste? Pour les sociétés sont toujours imposables à l'IS. À l'exception de quelques sociétés. Les sociétés détenant des actionnaires dont les responsabilités sont illimitées sont soumises à l'IR. En l'occurrence, les sociétés en nom collectif, SNC, ou encore les SCS, sociétés en commandite simple. Dans le cas des sociétés détenant une responsabilité illimitée telle que SNC, l'option à l'IS est possible, mais n'est pas fédérée, c'est-à-dire n'est pas légiférée, c'est-à-dire n'est pas instruit dans le Code général des impôts. Ça peut aller? Très bien. Comment se passe l'option à l'IS? Vous devez rédiger une lettre que vous adressez au chef de centre, au chef de votre centre, de là où vous êtes, de votre circonférence, de votre, comment on dit ça déjà, de votre centre fiscal. Vous devez rédiger une lettre adressée au chef de centre fiscal en lui notifiant votre décision, votre désir d'imposition à l'IR vers l'IS. Vous devez matérialiser cette décision-là. Ça peut aller? Ça peut aller? C'est alors que vous pourrez passer éventuellement, je précise bien éventuellement, à l'imposition à l'IS. Pourquoi je parle d'éventuellement? Parce que, pour la simple raison que, si vous n'avez pas fait votre option à temps, votre demande d'option à temps, si vous n'avez pas déposé à temps, vous pourrez rester toujours à l'IR en attendant l'année suivante. Et quel est ce délai? Vous devez faire votre demande d'option au plus tard. Ce qui est recommandé, c'est au plus tard le 30 décembre de l'année. Maintenant, dans le pire des cas, vous avez jusqu'au 30 janvier de l'année suivante pour pouvoir faire la demande. Ça peut aller? Cependant, pour une entreprise étant à son premier exercice, la demande peut être faite à tout moment. Il est important de souligner un élément technique. Un point essentiel qui relève de l'expérience professionnelle. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque vous êtes une entité et que vous décidez de migrer
d'une entreprise, c'est-à-dire d'une imposition à l'IR vers une imposition à l'IS, et que vous allez tout de suite vers les impôts et domaines et vous remplissez aux impôts et domaines, dans l'enceinte des impôts et domaines, un document pour faire l'option la migration. Étant donné que vous n'avez pas le document, parce que c'est juste une feuille que vous avez remplie, vous avez déposé directement, vous n'avez pas la preuve de votre demande. Cette situation peut se retourner contre vous. Lorsque des inspecteurs viendront chez vous pour un contrôle fiscal, ils vous diront où est la preuve de votre demande de migration. Si vous ne l'avez pas, cela poserait un problème. Et pas une fois. Si vous êtes face à un inspecteur compréhensif, assez aimable, il pourra éventuellement vous gracier de la situation. Dans le cas contraire, il vous verbalisera, c'est-à-dire il vous fera une notification de redressement. De cette situation, l'on peut déduire qu'il est important de formuler noir sur blanc sa demande et de l'expédier avec décharge et de conserver cette décharge-là au cas où il y aurait de représailles fiscales. L'idéal pour vous serait de déposer la lettre, de la faire décharger, de garder votre exemplaire et d'attendre l'année suivante avant de commencer à appliquer la déclaration d'IS.